Alors on continue notre chapitre sur la bioconjugaison et maintenant un morceau de chapitre qui va être un petit peu plus court que les autres, que je tiens à vous présenter quand même, euh, pour vous montrer qu'on peut aussi euh, conjuguer des choses sur une biomolécule en réagissant sur les fonctions acides carboxyliques. Alors contrairement à ce qu'on a vu jusqu'ici on a vu qu'on pouvait le faire sur les fonctions thiol ou les fonctions amines. Donc là, dans ce cas-là, la biomolécule est un nucléophile, et puis le réactif qu'on met est un électrophile. Eh bien ici, ça va être le contraire, puisque ce sont les réactifs qui vont être les nucléophiles pour venir attaquer des acides carboxyliques qui sont plutôt des molécules de nature électrophile. Alors, les acides carboxyliques, on en trouve sur les protéines, au C-terminus, ou voilà, les acides aspartiques, les acides glutamiques. Vous pourriez aussi imaginer en mettre sur les acides nucléiques, mais c'est en général pas ce qu'on fait. Donc cette partie-là va principalement concerner les protéines, ou alors concerner autre chose. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir ça comme comment fonctionnaliser une surface, par exemple. Il arrive assez souvent que si on veut fixer une biomolécule sur une surface, on va créer des acides carboxyliques sur cette surface, puis les activer pour mettre des biomolécules dessus. Alors, il y a quand même un petit problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant les rappels, j'ai brièvement mentionné, les acides carboxyliques, surtout les acides carboxyliques, c'est RCO2H, surtout les carboxylates, RCO2-, ne sont pas de bons électrophiles du tout. Et donc en particulier, si vous connaissez le pK des acides carboxyliques, qui est inférieur à 5 de toute façon, et plus souvent proche de 4 sur les biomolécules, comme les acides aminés, ça veut dire que à pH 7 ou à pH 8, un pH physiologique, ces acides carboxyliques sont déprotonés, sont sous la forme CO2-. Le O2- n'étant pas du tout un bon groupement partant, vous avez donc un groupement carboxylate qui n'est pas du tout un bon électrophile. Alors il y a eu beaucoup de développement en synthèse organique pour contourner ce problème-là. Parce que le problème, c'est qu'en fait, on pourra en reparler dans une séance en live si vous voulez, si vous faites réagir par exemple un nucléophile de type amine avec un acide carboxylique, vous avez deux réactions possibles. Soit l'amine est nucléophile, l'acide carboxylique est électrophile, et vous allez avoir une réaction d'addition-élimination pour former une amide. C'est ce que nous, on voudrait faire ici. Mais autre possibilité, c'est que vous avez une amine qui est une base, et vous avez un acide carboxylique qui est un acide, et vous avez aussi donc la possibilité d'avoir tout simplement une réaction acide-base, où l'amine va prendre l'hydrogène de l'acide carboxylique, et vous allez former un sel de type carboxylate d'ammonium, et il ne va rien se passer d'autre. Alors, on a développé beaucoup de choses en chimie organique et chimie bioorganique pour justement contourner ce problème-là. Et notamment, on a créé ce qu'on appelle des agents d'activation des acides carboxyliques, ou plus communément appelés agents de couplage. Et c'est des réactifs qui vont permettre de favoriser la réaction d'addition-élimination vis-à-vis de la réaction acide-base. Et ça va nous permettre de créer des liaisons peptidiques, mais en conditions douces. Alors vous avez ici, en gros, le mécanisme est toujours le même. Le mécanisme dont on a parlé pendant les rappels, c'est le mécanisme d'addition-élimination. Donc si vous avez un dérivé carboxylé comme celui-ci, un nucléophile a besoin d'attaquer ici, sur le centre électrophile. La double liaison se rabat sur l'oxygène, vous créez un intermédiaire tétraédrique, et puis cet intermédiaire tétraédrique se replie, vous recréez la double liaison, et vous avez
un groupement partant qui s'en va. C'est le mécanisme d'addition-élimination. Notre problème est ici que OH-, c'est pas un bon groupement partant. Et sous forme carboxylate, si vous êtes sous forme CO2-, O2-, encore moins. Donc la stratégie, c'est de remplacer ça par un groupement X qui est un bon groupement partant. Ces réactifs dont je parle, les agents de couplage, c'est des réactifs qui vont réagir avec ça. Et vous allez ajouter quelque chose à la place de l'hydrogène ici, et qui va faire de ce groupement un bon groupement partant. Les agents de couplage les plus connus s'appellent le DCC et un autre le DC. On va voir un petit peu ce que ça veut dire plus tard. C'est des réactifs de type carbodiimide. Donc ça, c'est les deux les plus connus, mais il en existe vraiment beaucoup. Il y a d'autres carbodiimides, il y a des agents de couplage qu'on appelle sels de phosphonium. Alors il y a toujours des acronymes. Je ne vais pas vous donner tous les acronymes ici, c'est pas forcément utile pour vous de les connaître. Il y a des sels d'uranium, il y a différentes catégories de réactifs qu'on peut utiliser pour activer les acides carboxyliques. Mais peu importe la structure, peu importe la famille de réactifs, ce qu'il est important pour vous de comprendre, c'est simplement le principe. Le principe, c'est donc ce que je viens de dire, transformer ça qui n'est pas un bon groupement partant en un groupement X qui est un bon groupement partant. Si vous faites ça, alors vous avez activé votre acide carboxylique et vous obtenez ici une espèce qu'on appelle un ester activé. Et si vous avez bien suivi ce qu'on a dit jusqu'alors, nous avons déjà vu des esters activés dans ce cours. Quand on a vu la partie sur les amines et qu'on a regardé comment bioconjuguer sur les amines, vous savez maintenant qu'une des réactions les plus utilisées, c'est l'utilisation d'esters de NHS, de N-hydroxysuccinimide. Là, par exemple, un ester de NHS, c'est un ester activé. On a remplacé le OH par un groupement X qui est un bon groupement partant. Et cet ester de NHS dont on a parlé dans une partie précédente du cours, c'est quelque chose qui est relativement stable. Okay, c'est des esters activés que vous pouvez isoler, que vous pouvez stocker, même s'ils peuvent s'hydrolyser, etc., comme on en a parlé. Ici, les réactifs dont je vous parle, c'est un petit peu différent. C'est que c'est une activation in situ, mais vous ne pouvez pas isoler l'ester activé. C'est-à-dire que vous allez mettre l'acide carboxylique et puis le nucléophile dans un milieu réactionnel, et vous allez balancer dedans l'agent de couplage qui va activer in situ l'acide carboxylique et qui va immédiatement subir une réaction d'addition-élimination avec votre nucléophile. Ok, donc c'est juste une question de stabilité de l'ester activé. Les réactifs dont on parle ici, c'est des réactifs transients, si vous préférez, qui vous donnent un ester activé qui n'est pas stable. Alors, donc dans un deuxième temps, votre nucléophile, ici c'est une amine, va attaquer, addition. On fait l'intermédiaire tétraédrique, okay, que vous avez ici. Et puis deuxième étape de notre mécanisme d'addition-élimination, qui est, vous allez recréer la double liaison comme on l'a dit. Votre groupement X, votre groupement partant s'en va. Vous avez évidemment des étapes de transfert de protons, etc. Et vous avez donc généré votre liaison covalente et vous avez formé une liaison amide. Voilà. Donc comme on l'a dit pendant les rappels, et je le redis maintenant, en fait votre groupement X c'est un très bon groupement partant si X- est une base faible. Okay, donc retournez voir ce que ça veut dire dans le poly de rappel si vous ne vous souvenez pas. En gros, ça veut dire que HX, l'acide correspondant à la base X-, doit être une molécule stable et un acide le plus fort possible. Bon, ça c'est une condition pour que la réaction fonctionne, mais pour que la réaction fonctionne de manière à ce que ça soit compatible avec les biomolécules, il y a d'autres critères qui doivent s'ajouter. Par exemple, pour que ça soit compatible avec les protéines, il ne faut pas non plus que HX soit un acide trop fort. Par exemple, si vous générez du HCl,
si vous utilisez un chlorure d'acide, vous allez générer du HCl. Oui, mais le HCl est un acide trop fort et qui va vous dégrader certains de vos acides aminés. Donc le HX que vous formez, ça doit aussi être une molécule qui est pas réactive vis-à-vis de la protéine synthétisée. Faut pas que ça génère d'hydrolyse, faut pas qu'il y ait de changement de la stéréochimie de votre molécule. Vous savez sans doute que la stéréochimie de chaque acide aminé dans une protéine est absolument essentielle à sa conformation et donc à sa fonction. Et puis aussi, votre HX que vous formez, vous devez pouvoir le purifier facilement. C'est-à-dire que vous devez pouvoir l'éliminer facilement, soit en le précipitant et en faisant une filtration, soit en faisant une extraction liquide-liquide dans certains cas, dans une ampoule à décanter par exemple. Il y a d'autres manières. Soit en faisant de la chromatographie, etc., etc. Voilà, donc il y a pas mal de critères à respecter qui font que on est allé vers des structures qui sont un petit peu plus compliquées que des chlorures d'acide. Mais donc ne vous laissez pas impressionner par les structures qu'on va voir juste derrière. Souvenez-vous, c'est simplement que vous avez un groupement qui est un groupement X, qui est un bon groupement partant. Donc cette stratégie-là que je viens de vous exposer, c'est une stratégie qu'on utilise beaucoup en synthèse peptidique, c'est-à-dire quand on veut fabriquer des protéines ou des peptides synthétiques. Alors c'est un cours que je faisais les années précédentes dans une UE qui était un petit peu plus grosse que celle-ci, mais que je ne fais plus maintenant. Alors si jamais ça vous intéresse, vous pourrez me demander le poly, je veux bien vous le donner si vous le voulez, mais je pense pas que ça vous soit nécessaire, puisque le jour où vous aurez besoin d'un peptide synthétique, je pense pas que ce sera vous qui le ferez, mais vous travaillerez en collaboration avec un collègue chimiste qui s'en chargera. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est adapter cette méthode-là à la bioconjugaison, donc ce qu'on a vu. Donc des choses que vous pourrez être amené à faire en laboratoire ou en industrie, selon ce que vous faites. En général, on va utiliser donc une amine comme nucléophile, ça c'est dans la plupart des cas. On peut aussi utiliser des alcools comme nucléophiles, on va en voir un exemple ou deux. Donc si vous regardez votre stratégie, en gros vous avez un acide carboxylique sur votre première molécule, vous l'activez en y insérant un groupement partant à l'aide d'un agent de couplage, et puis vous jetez dessus un nucléophile. Si ce nucléophile est une amine, vous faites une liaison amide qui est très stable, très robuste, très peu sensible à l'hydrolyse et qui va durer longtemps. Si vous utilisez un alcool comme nucléophile, vous allez former une liaison ester qui est un petit peu moins stable dans le temps, mais quand même relativement stable dans la plupart des applications. Bien, je vous passe tous ces détails-là, on en reparlera en live si vous voulez, mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant ici, je vous laisserai lire ça par vous-même. Donc, voici les agents de couplage les plus communs. Donc je commence en fait par ceux qui est à droite ici, là, les trois que vous voyez ici. Donc ça, c'est des agents de couplage qu'on appelle des carbodiimides. Donc ce qui se passe, c'est que votre acide carboxylique va être déprotoné, il va être sous forme CO2-, il va venir attaquer le carbone central qui est ici, et ça va se replier. Et vous allez former une espèce un petit peu exotique si vous regardez sa structure, que vous ne connaissez pas bien, qui sera un ester activé. Même chose sur celui-ci, en fait, c'est le motif carbodiimide qui est ici, N double C double N, c'est toujours le même dans les trois. C'est ça qui sert à activer l'acide carboxylique. Et puis ensuite, vous avez des groupements sur les côtés qui servent pas seulement à décorer,
mais en fait qui vont modifier les propriétés de la molécule. Par exemple, le DCC que vous avez ici, donc DCC c'est pour dicyclohexylcarbodiimide, donc cyclohexyle c'est cela, hein, voilà. Donc c'est pas des cycles aromatiques, hein, attention, il n'y a pas de double liaison dans les cycles, ici c'est bien des cyclohexyles. Donc ça c'est un CH2, 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 etc. Pourquoi on a mis ça? Eh bien tout simplement parce que le sous-produit que vous faites pendant la réaction de couplage à partir de ce réactif-là, quand il porte les cyclohexyles, eh bien il n'est pas soluble dans les solvants organiques. Et donc il va précipiter, il va cristalliser, et il vous suffira de filtrer pour le retirer du milieu. Donc si vous faites une réaction où votre biomolécule est en solution, eh bien vous pourrez retirer le sous-produit en filtrant simplement si vous utilisez cet agent-là. Après le deuxième ici, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est le même mécanisme réactionnel qui va se passer, mais simplement le sous-produit que vous allez former pendant la réaction est soluble dans les solvants organiques. Alors vous pourriez dire pourquoi on fait ça, puisque on vient de dire qu'on pouvait retirer le sous-produit précédent par filtration. Et bien dans certains cas, on ne va pas avoir une biomolécule qui est soluble dans l'eau. Notamment par exemple si vous êtes sur de la synthèse peptidique en phase solide par exemple, eh bien vous avez des peptides qui sont greffés sur une résine. Donc si vous avez un sous-produit qui n'est pas soluble et que vous avez une résine qui n'est pas soluble, vous n'allez pas arriver à retirer le sous-produit. Donc vous prenez un agent de couplage qui cette fois donne un sous-produit qui est soluble, et il vous suffira de rincer la résine avec un solvant organique, voilà, par exemple du méthanol ou du chloroforme, pour retirer le sous-produit. Puis le troisième que vous avez ici, c'est une troisième variante où, là cette fois, grâce à l'amine qui est sur la chaîne latérale, qui peut se protoner, le sous-produit est soluble, mais cette fois dans l'eau. Et donc vous pourrez, si votre biomolécule est protégée et est en solution dans un solvant organique, vous pourrez retirer le sous-produit par extraction avec une phase aqueuse. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de types d'agents de couplage différents, et le choix de l'agent de couplage va être conditionné par vraiment l'application que vous êtes en train de faire. Vous n'allez pas utiliser le même agent de couplage si vous êtes en train de fonctionnaliser une protéine en solution dans un milieu aqueux, ou si vous êtes en train de fixer une protéine sur une surface. Je vous ai mis un autre réactif qui est ici, qui est le CDI, carbonyl diimidazole. Donc c'est le premier qui a dans le texte là-haut. Celui-là, il est intéressant aussi parce que les sous-produits que vous formez à partir de celui-ci quand vous faites le couplage, eh bien c'est du CO2. Donc c'est une molécule gazeuse qui s'en va très facilement du milieu, ce qui fait que ces couplages sont très efficaces, puisque l'équilibre est rapidement tiré, puisque le sous-produit est enlevé du milieu. Inoffensif, et puis vous formez aussi de l'imidazole, qui est une base faible et tout à fait compatible avec les biomolécules. Okay, donc là vous avez quelques exemples d'agents de couplage, je vous en montre pas d'autres, il y en a qui sont bien plus compliqués que ça, et puis je ne vous montre pas le mécanisme de ces couplages là. Bon, je pense pas qu'il vous soit particulièrement utile. S'il vous intéresse, vous me demanderez dans une séance prochaine ou dans Discord. Par contre, sans vous montrer le mécanisme, je vous montre quand même le résultat. Donc voilà ce qui se passe. Vous avez donc votre acide carboxylique sur la molécule qui vous intéresse de fonctionnaliser, et vous le mettez en présence de, alors par exemple là j'ai pris le CDI, donc qui est celui-ci. Votre carboxylate va réagir ici, tac, ça va faire une addition, élimination, une molécule d'imidazole va partir, et vous aurez formé ici cet intermédiaire. D'accord ? Et là, ce que vous venez de faire, c'est que la partie verte que vous avez introduite sur votre acide carboxylique en fait un bon groupement partant. Alors évidemment, vous ne pouvez pas, ici, là, vous ne pouvez pas isoler cette molécule-là, d'accord ? Elle se forme dans le milieu, sa durée de vie est très courte,
vous ne pouvez pas l'isoler, ce n'est pas comme un ester de NHS. Mais voilà, vous la formez in situ dans la solution, et puis vous ajoutez ensuite votre nucléophile. Donc ici, on a dit que c'était une amine. Cette amine va venir attaquer spécifiquement. Ici, addition, tac, élimination, et ça s'en va. Donc vous allez former du CO2, et ça se casse aussi, et de l'imidazole. Donc voilà la raison pour laquelle vous avez le CO2 et l'imidazole, mais le résultat intéressant, c'est que vous aurez bien relié vos deux molécules par un lien peptidique. Okay, une liaison amide, si vous préférez. Alors, donc, quand on fait de la synthèse peptidique, on appelle ça des agents de couplage. Mais en fait, en bioconjugaison, vous allez aussi parfois les trouver dans les catalogues ou dans les articles sous le nom de Zero Length Crosslinkers. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, si vous regardez toutes les réactions qu'on a faites jusqu'ici, sur les amines, sur les cystéines, etc., à chaque fois, on a introduit entre les deux molécules qu'on couplait pour faire la bioconjugaison, à chaque fois on a introduit un morceau de structure, si vous préférez. Il y avait toujours un petit bras espaceur, il y avait toujours quelques atomes en plus. Alors qu'ici, si vous regardez bien, voici une biomolécule, disons que c'est une protéine. Vous voulez la relier à une autre biomolécule, disons que c'est un sucre par exemple, vous avez une chaîne de glycane avec une glucosamine par exemple. Ok. Quand vous faites réagir le réactif vert avec l'acide carboxylique, vous rajoutez ça, mais une fois que vous rajoutez la deuxième biomolécule, toute la partie verte est partie. Et vous n'avez rien introduit entre la première biomolécule et la deuxième biomolécule. Vous avez simplement créé une liaison covalente. Mais vous n'avez pas rajouté d'atomes, d'où le terme de zero length crosslinkers. Donc là, vous avez l'exemple où vous pouvez faire une fonction amide, mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser un alcool comme nucléophile et donc vous ferez un ester, ou si vous utilisez un thiol comme nucléophile, vous ferez un thioester, etc., etc. Donc je vais vous donner juste quelques exemples, et puis je vais essayer de m'éloigner un petit peu à partir de maintenant des exemples que j'ai donnés jusqu'alors, pour vous donner une idée de la diversité de ce qu'on peut faire un peu. Alors là, je vous donne un exemple avec un autre agent de couplage, qui est celui-ci, qu'on appelle le TCFH. Donc là encore, je ne vous demande pas du tout de retenir cette structure-là. Simplement, ça va nous servir à activer un acide carboxylique, donc RCO2H en RCO2X. Alors, je vous ai quand même mis, pour rigoler 2 minutes, le nom de cette molécule ici. Je vous laisse le lire par vous-même. Vous comprendrez pourquoi on préfère dire TCFH. Alors, pourquoi celui-ci ? Parce qu'il est bien adapté à ce qu'on veut faire là tout de suite, qui est de créer des esters. Donc là, vous avez un bioconjugué qui est un petit peu, je vais dire marginal, mais un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'alors. Si vous regardez, en fait, vous avez ici une molécule qui est un dérivé de cyclopeptide. Si vous regardez bien cette molécule, vous allez voir que vous avez des acides aminés qui sont reliés entre eux. Voilà, et que vous avez une chaîne peptidique cyclique ici. Ok, alors vous avez un pont disulfure au milieu, qui est sur deux résidus cystéine. Et puis vous avez deux acides aminés un peu spéciaux qui sont ici sur les côtés. Voilà, qui sont des quinolines. Mais bon, peu importe. C'est un dérivé de peptide qui s'appelle la thiocoraline. Alors la différence avec un peptide aussi, c'est que, vous remarquerez peut-être que vous avez aussi des méthyles, donc ça c'est un CH3, sur les azotes de temps en temps. Ici, ici, ici et ici. Ok. Donc cette molécule qu'on appelle la thiocoraline, c'est en fait une molécule, une toxine naturelle qui a été extraite d'un organisme marin. Il me semble me souvenir que c'était une éponge marine et qui a des propriétés anticancéreuses assez prometteuses.
Mais le problème, c'est que c'est un peptide. Et quand on veut faire des médicaments, assez souvent, on commence par une structure qui montre une bonne activité et qui ressemble à un peptide. Mais le problème, c'est que leur durée de vie aux peptides dans le corps est très courte parce que il y a de l'hydrolyse médiée par des enzymes qui est très rapide si le peptide n'est pas protégé un minimum par quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. La molécule naturelle en fait, n'ayant pas une durée de vie assez longue, elle a ce qu'on appelle une pharmacocinétique pauvre. C'est-à-dire que l'activité est bonne, mais quand vous l'introduisez dans le corps humain, la molécule n'a pas vraiment le temps d'arriver à bon port et ne reste pas assez longtemps dans le corps pour que son effet puisse vraiment servir à quelque chose. Et donc l'idée, ça a été de dire, eh bien, on va introduire sur ces alcools, sur ces phénols ici, jaunes qu'on a sur deux des résidus du peptide, on va introduire des chaînes pegylées. Donc là, je commence à vous introduire ce que c'est que la pegylation. Et on va en reparler encore un petit peu dans une slide suivante. Alors, les groupements PEG, on en a déjà un petit peu parlé dans une des vidéos précédentes, il me semble. C'est des groupements O, CH2, CH2O, CH2, CH2O, CH2, CH2O, etc., etc. On peut en avoir 1, 2, 3, 6, 10, 30. Okay. PEG, ça veut dire polyéthylène glycol. Pourquoi est-ce que c'est des groupements qui nous intéressent? Alors, quand on en a parlé la dernière fois, c'était pour améliorer la solubilité dans l'eau d'une molécule. Okay. Donc ce point-là est vraiment important, retenez-le, parce que c'est c'est quelque chose pour vous biologistes qui est assez rarement vu, mais au final c'est quelque chose qui est très souvent utilisé. Alors pourquoi ça améliore la solubilité dans l'eau des molécules? Eh bien en fait, vous rajoutez pas mal d'oxygène sur votre molécule. Ces oxygènes portent des doublés non liants, comme on l'a vu pendant les rappels, et donc sont capables d'accepter des liaisons hydrogènes avec les molécules d'eau du solvant. Et donc plus vous créez de possibilités de faire des liaisons hydrogènes, et plus vous améliorez la solubilité dans l'eau. Bien, ça c'est un fait. C'est pas la seule raison pour laquelle on peut mettre des chaînes PEG sur une biomolécule. En l'occurrence, ici, c'est aussi et surtout pour la masquer du système enzymatique. Si on rajoute des longues chaînes PEG, en fait, le peptide va être moins facilement détecté par les enzymes de type peptidase dans le plasma et ailleurs. Et donc ça va faire que sa durée de vie va augmenter. Alors forcément, au bout d'un moment, ces esters vont être clivés par certaines enzymes, mais la durée de vie peut être augmentée de manière assez significative, et donc l'effet, lui aussi, est augmenté de manière significative dans le contexte d'un organisme vivant. Donc voilà, il y a deux raisons possibles. Soit l'amélioration de la solubilité aqueuse, soit le masquage du système enzymatique métabolique de l'organisme vivant. Ici, en l'occurrence, c'était un petit peu pour les deux qu'on a voulu introduire des chaînes PEG sur cette molécule. Je vous en donne un autre exemple. Et là, on va parler un petit peu de vectorisation de médicaments. Alors, là, on s'intéresse à la doxorubicine. Donc la doxorubicine, c'est cette molécule ici. Voilà. Là aussi, c'est une molécule naturelle. Je pense que vous avez dû déjà entendre le nom de cette molécule.
si ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Et évidemment, si vous n'avez jamais vu sa structure, c'est tout à fait normal. Bon, là, sa structure, on va la simplifier. On va dire que la doxorubicine, c'est les petites boules roses. Ok. Une manière de vectoriser des médicaments dans le corps humain, qui est encore un peu coûteuse de nos jours, mais qui commence quand même à se démocratiser pas mal, c'est d'insérer les molécules de médicaments dans des liposomes. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que des liposomes, vous me poserez la question dans Discord. Enfin, je pense que vous savez sans doute. Voilà, vous avez une bicouche lipidique ici. Voilà, donc un liposome, c'est une petite sphère constituée d'une bicouche lipidique. Il y a un compartiment intérieur, il y a un compartiment extérieur. Okay. Donc quand on fait des liposomes et qu'on encapsule des médicaments dans ces liposomes, on encapsule des médicaments dans le compartiment intérieur, ensuite on purifie, et puis on va injecter ou donner de manière orale le médicament au patient, puis ces liposomes vont entrer dans le corps, mais donc les molécules de médicaments ne vont pas être relarguées dans le système tout de suite puisqu'elles sont dans le liposome. Et donc elles vont avoir tendance à soit être relarguées dans les cellules parce que le liposome, les lipides du liposome vont être adsorbés sur une membrane plasmique d'une cellule et le liposome va se désintégrer, ce qui va relarguer le médicament. Ou il y a d'autres manières qui vont faire que les liposomes vont peu à peu être dégradés. Mais là encore, la durée de vie est largement augmentée. Et donc, voilà, je suppose que vous connaissez la structure des lipides. Hein. Vous avez des têtes polaires qui ici sont en vert, et vous avez des queues hydrophobes qui ici sont en jaune. Mais pour augmenter encore la durée de vie de ces liposomes dans le corps, on a tendance à les pégiler, à avoir recours à la pégylation que je viens de vous expliquer à la slide précédente. Donc on rajoute en fait à l'extérieur de la couche verte qui constitue les têtes polaires du liposome, on rajoute encore une couche qui cette fois est hydrophile, mais non chargée, okay, par l'introduction de chaînes PEG comme vous voyez ici. Donc O, CH2, CH2O, CH2, CH2O, CH2, CH2O, etc., etc. Donc là, je les ai créés avec des longueurs que je pouvais dessiner, mais sachez quand même que ces chaînes peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'unités PEG, OCH2, CH2. D'accord ? Donc là, je n'ai représenté quelques-unes, hein, mais en général, c'est un petit peu plus long que ça. Et donc, ce que vous avez sous les yeux ici, c'est tout simplement la formulation, une des formulations commerciales de la doxorubicine. Donc, quand on parle de doxorubicine, on a tendance à penser que c'est juste ça. Ok, mais pour certaines tumeurs, ça ne suffit pas. La doxorubicine n'a pas une pharmacocinétique adaptée pour aller, par exemple, inhiber les tumeurs solides. Alors on le verra peut-être dans un des articles que je vais vous donner pour la partie TD. Donc voilà, on a tendance à pégiler ces liposomes pour augmenter la durée de vie. Donc ça, c'est pas la seule formulation commerciale que vous avez. Il y a beaucoup d'autres traitements qui sont approuvés et qui sont sur le marché, qui sont pégylés. Je vous ai mis une petite liste ici en bas qui n'est pas du tout exhaustive. Hein. Il y en a bien d'autres, mais par exemple les interférons alpha. Donc ça, c'est une protéine. Les interférons bêta aussi. Donc alpha, c'est pour les hépatites. Bêta, c'est pour la sclérose en plaques en général. Bien qu'il y ait d'autres applications. Donc ça, c'est une protéine qu'on va bioconjuguer, qu'on va pégyler par bioconjugaison. Il y a aussi des anticorps. Alors, je vais le lire celui-là parce que je ne me souviens jamais de son nom. Donc le certolizumab pégol. Donc quand vous voyez PEG ou pégol dans le nom d'un médicament, vous savez que c'est une formulation qui implique une pégylation.
Donc cet anticorps-là, c'est pour les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin. Voilà, il y a aussi des enzymes qui sont utilisées, il y a aussi, on le retrouve dans certains vaccins, enfin voilà, il y a plein de traitements différents qui utilisent la pégylation. Donc je vous demande d'essayer de retenir ce principe-là. C'est souvent quelque chose que vous ne connaissez pas, mais c'est quelque chose que vous serez amené à rencontrer à l'avenir. Voilà, donc ça c'était un exemple, la pégylation. On va voir un autre exemple maintenant, qui est qu'on peut utiliser les acides carboxyliques pour fixer une biomolécule sur une surface, par exemple. Bon, par contre, sur les applications qu'on a vues jusqu'ici, par exemple, pour venir fonctionnaliser une biomolécule avec un fluorophore, c'est pas sur les acides carboxyliques qu'on le fera. Hein. Donc les applications qu'on voit ici sont un petit peu différentes, mais sachez que c'est pas ce genre de fonction que vous allez utiliser pour mettre des petits fluorophores comme on a vu jusqu'ici. Alors, je vous donne un exemple où on va utiliser des acides carboxyliques pour fonctionnaliser une surface. Alors, quand je vous dis une surface, la surface, ça peut être une surface biologique, par exemple vous avez des glycanes qui peuvent être utilisés pour ça, hein, sous forme de résine ou de surface, comme le dextran, c'est un exemple. Ça peut être aussi des surfaces synthétiques. Hein, si vous pensez à des micropuces ou nanopuces, on peut avoir des surfaces qui sont à la base en verre et qu'on va fonctionnaliser pour introduire différents groupements. Donc peu importe la surface à laquelle on s'intéresse ici, mais c'est une surface qu'on a fonctionnalisée avec des acides carboxyliques. Okay, voilà, donc vous avez des acides carboxyliques sur cette surface. Et donc dans ce cas-là, pour fonctionnaliser ça, c'est vraiment pas compliqué, puisqu'il suffit de faire un traitement avec une solution qui contient un agent de couplage. Donc par exemple ici l'EDC. Voilà. Si on balance de l'EDC là-dessus, on va générer les esters activés. Alors je ne les ai pas mis sur toutes les fonctions acides, j'en ai juste mis un exemple ici. Avec l'EDC, voilà la structure de l'ester activé que vous faites. Okay, donc ça dépend du mécanisme et de l'agent de couplage que vous utilisez, mais peu importe, hein, le principe c'est RCOX, X étant le bon groupement partant. Et puis dans un deuxième temps, vous allez donc balancer sur votre surface activée une solution de votre nucléophile. Donc là en l'occurrence, par exemple une protéine. Et ce sont les lysines des protéines ou des peptides, hein, ça peut être des peptides, qui vont venir réagir avec cet ester activé. Voilà. Et vous aurez immobilisé la protéine ou le peptide sur la surface en question. Alors attention, c'est pas contrairement aux réactions qu'on a vues avant dans les chapitres sur les amines et les thiols, c'est pas des réactions qui sont forcément spécifiques. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez formé une liaison amide. Si votre peptide contient aussi une cystéine, il est tout à fait possible que parfois ce soit la cystéine qui réagit sur l'ester activé. Okay, c'est moins spécifique que ce qu'on a vu jusqu'ici, mais c'est pas grave. Dans ce type d'application, le but du jeu, c'est simplement d'immobiliser la protéine ou le peptide sur la surface. En général, on se fiche un petit peu de savoir par quel acide aminé. Alors évidemment, là je vous donne l'exemple d'une protéine, mais on peut évidemment le faire aussi sur les acides nucléiques, n'importe quel type d'oligonucléotide, en général par les extrémités, où on aura introduit soit une fonction amine, soit une fonction thiol, sur l'extrémité 3' ou 5' par exemple. Donc là je reviens juste un petit peu en arrière pour vous, en gros on va boucler la boucle sur les acides carboxyliques. Si vous prenez un acide carboxylique, que vous l'activez avec l'EDC,
et puis que le nucléophile que vous utilisez sur cette molécule, c'est le N-hydroxysuccinimide, que vous avez ici, eh bien voilà ce que vous faites. Okay. Là, on active l'acide carboxylique à l'EDC, mais on fait un ester activé qui n'est pas stable. Si on met le N-hydroxysuccinimide dans le milieu, on forme cet ester activé-là, qui est stable, qui est un ester de NHS, comme on l'a vu jusqu'ici. Donc dans le chapitre sur les amines, notamment. Alors, on avait vu dans le chapitre sur les amines que on pouvait faire des versions ester de NHS d'un fluorophore ou d'une molécule synthétique, par exemple. Voilà, vous avez une méthode ici qui vous permet de créer ces esters de NHS. Donc ça peut être votre fluorophore. Mais ça peut aussi être une biomolécule. Okay, si vous prenez un peptide qui a un aspartate, eh bien si vous faites ça, vous allez créer l'ester de NHS sur ce peptide. Et vous pourrez ensuite jeter un autre nucléophile dessus. Voilà, donc je m'arrête ici pour ce chapitre sur les acides carboxyliques. Et nous allons bientôt aborder dans la prochaine vidéo le dernier chapitre qui concernera les aldéhydes et les cétones.